Bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De X-Men Apocalypse. Alors les scénarios de cette trilogie rejoignent celle de la première, où l'on avait le clan de Xavier contre celui d'Eric. Dans le deuxième c'était une menace humaine, Stryker, et dans le troisième on revenait à un conflit avec Magneto et du Phénix. Ici c'est de même, dans le commencement on a un conflit entre le groupe de Xavier et celui de Sebastian Shaw, dans le deuxième c'est Trask la menace, et dans celui-ci on revient à un conflit entre mutants, toujours suivi du Phénix. Alors le thème de celui-là n'est pas si différent de Days of Future Past. On est même dans la continuité, puisque dans le précédent, les mutants ont quitté le futur pour revenir dans le passé et le changer. Ici, Apocalypse provient du passé et fait un voyage temporel vers le futur. Ce qui fait que dans ce présent-là, on a affronté une force du futur et du passé. C'est le fameux coup d'être pris en sandwich. La saga X-Men parvient à bien gérer le conflit entre mutants tout en gardant une vue sur l'actualité. L'histoire se répète et le fait de changer d'époque à chaque nouveau X-Men amplifie bien cette idée. Apocalypse est l'extension poussée à l'extrême, qu'avec le temps, on ne fait qu'amplifier nos pouvoirs mais on demeure les mêmes, avec les mêmes problèmes, posant la question, peut-on vraiment évoluer ou changer ? Alors le personnage d'Apocalypse représente bien celui qui prend les choses en main, qui agit immédiatement. C'est le genre de leader que le monde pourrait voir naître un jour face aux échecs répétés de tous les gouvernements, qui passent plus de temps à se protéger eux-mêmes qu'à changer véritablement les choses. Ils sont plus dans le paraître et ne gèrent en réalité pas grand-chose. Leur pouvoir ne tient qu'à leur puissance. Dans ce film-là, l'humain est totalement impuissant. Même Stryker ne peut faire que fuir. C'est la première fois où l'humain n'est vraiment qu'un touriste, un simple spectateur de la situation. Et justement parce qu'on lui a enlevé sa puissance. Comme si que tout ce qui faisait l'homme n'était dû qu'à sa puissance nucléaire. Si on lui enlève, il ne peut absolument plus rien faire. Il ne fait plus partie de l'intrigue. En-Sabanur se présente comme une divinité, un dieu de l'ancien temps, d'un ancien monde qui affronte l'évolution, le nouveau monde qui en découle. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces figures emblématiques des grands noms de l'histoire des grands empires se sont tous effondrés avec le temps, avec l'évolution naturelle des choses, on pourrait dire. En-Sabanur est un écho du passé qui revient pour apporter quelque chose, mais qui d'une certaine manière a déjà perdu, car l'homme s'est déjà affranchi de ce genre d'idées. C'est le même thème que pour Magneto, qui ne fait que reproduire le déjà existant. Néanmoins, le message du méchant, entre guillemets, par rapport à notre réalité est de plus en plus dur à contredire. Alors j'aime bien l'idée d'une conscience qui progresse de manière empirique à travers le temps et change de corps pour acquérir des nouvelles compétences. C'est une manière scientifique et technologique montrant vers quoi elle pourrait mener. Ça reste assez proche de ce que Trask avait accompli avec ses sentinelles. C'est exactement ce que l'on fait. Dès que l'on découvre de nouvelles choses, on tente de le comprendre et de le recréer. Le fait que la seule chose qu'il manque à Apocalypse soit l'omnipotence est une bonne analogie avec notre monde connecté qui ne veille jamais. Notre technologie s'oriente vers l'idée de connecter tout le monde à son réseau mental, contrôlé ou libéré selon le point de vue, par une seule et même entité qui force à l'uniformisation des choses. C'est d'ailleurs le pouvoir de Xavier, mais qui lui cherche la diversité de l'identité. J'apprécie beaucoup cette trilogie pour le personnage de Cerebro, car jusque-là il était toujours en retrait et jamais sur le front. Mais ça plaçait la partie d'échecs avec Eric sur un autre niveau. C'est un vrai plaisir que de le voir au cœur de l'intrigue. Et ce combat mental contre Apocalypse est juste grandiose. Et pas seulement à la fin, mais pendant tout le film. Il y a vraiment cette idée des dieux qui luttent contre un titan, leur père. Mélange de culture biblique, mythologique qui s'emboîte assez bien. Xavier est une figure paternelle du nouveau monde qui s'oppose au côté plus strict et ferme des anciens temps. Il est empathique, bienveillant, accepte les choses et les gens tels qu'ils sont. C'est un guide qui garde espoir, qui pense que l'on peut s'améliorer, changer et vivre en harmonie. Eric, quant à lui, donne plus de couleur et de réalisme, gardant une réserve sur cet idéal. Leur pouvoir et leur background renforcent bien cette opposition, avec un Xavier qui vit isolé du monde dans une gigantesque forteresse de solitude, mais verdoyante et paradisiaque, face à un Eric qui a vécu en pleine réalité, dans le côté le plus sombre de l'humanité. Alors on est tous avec les deux, à la fois le côté primaire de la nature et celui de la culture. Il y a ce que l'on est et ce que l'on choisit d'être. Deux faces d'une même pièce qui coexistent et s'affrontent en permanence. Alors ça reste assez proche de l'univers Star Wars, mais c'est bien là l'un des aspects du X de la franchise. Alors dans cet opus-là, tous les personnages sont pris dans cette tourmente, dont Apocalypse et Xavier sont les représentants. Ce personnage ne vient pas tout détruire, mais révéler une sorte de vérité. C'est un message universel qui vient s'adresser à nous.
C'est ce qui est pas mal avec Apocalypse, c'est qu'il porte un sens en lui-même qu'il transporte jusqu'à ceux de cette époque-là, mais au-delà des enjeux et des personnages présents. L'Apocalypse, c'est la révélation pour chaque individu et surtout en chaque individu. Il vient pour rebâtir ce qui a été scellé et oublié par l'homme. Même si le personnage échoue, ce qu'il représente a réussi. Apocalypse part avec le sourire et avec sa dernière phrase « Tout a été révélé ». Par son intermédiaire, le phénix s'est dévoilé, lui permettant de poursuivre son œuvre. Et sa fameuse loi du plus fort a été exercée, ayant été vaincue par bien plus fort que lui. Le film se compose en 2 étapes. La première, ce que l'on voit avec En Sabanour, c'est la révélation du potentiel enfoui de chaque individu, l'upgrade des pouvoirs. Et la deuxième, celle de Xavier, où en nous-mêmes on s'auto-révèle qui l'on est par la réflexion et l'introspection. Au début du film, on voit qu'Apocalypse a lui-même été enfoui. Et c'est justement là son pouvoir, de faire ressurgir en surface tout ce qui a été refoulé au plus profond. Comme la scène du bateau qui ressurgit de l'eau. Tout ce que l'homme a semé sur la terre ou l'eau rejaillit. C'est l'homme face à ce qu'il a semé, ce qu'il croit avoir accompli. Il montre que toute cette évolution n'est qu'une illusion. L'homme en est toujours au même stade, se raccrochant à la puissance, le toujours plus, pour compenser sa peur et sa faiblesse. Alors concernant le personnage de Magneto, il y a une impression de redondance. Il a essayé la méthode Xavier, d'être normal comme tout le monde, et finalement, par un drame, retrouve ce qu'il a été avant. Mais la différence, même si ce n'est pas forcément perceptible, c'est que l'on descend dans une couche plus profonde du personnage. D'où le prolongement vers la scène d'Auschwitz, qui est de le ramener à son commencement, pour redécupler son pouvoir à sa racine. On le voit même dans la mise en scène avec les images. On joue sur son passé, ses souvenirs, mélangés à tous les morceaux qu'il arrache de sous la terre. Il crie de la même manière qu'il avait crié ici même en étant enfant. Il y a ce retour à l'origine de sa création, non seulement par les humains, mais surtout par la figure paternelle qu'a été Sebastian Shaw, dont Apocalypse tient à peu près le même rôle. Xavier le contrebalance en disant qu'il y a du bien en lui, mais c'est indépendamment de son enseignement. C'est davantage cette notion qui est creusée ici, et qui n'est ni ce que Sebastian Shaw ni Xavier ont tenté de faire avec lui. On retourne à la source du bien, et c'est une partie de lui qui est bien antérieure à ces événements. Comme quand on a un souci sur l'ordinateur, on peut toujours revenir à une version antérieure. Le bien lui provient de sa mère, et ce n'est pas un hasard si l'on draine tout ce qui provient de la terre, ou de la mer d'ailleurs, comme si on la purifiait en même temps, en lui ôtant tout le mal que l'homme a répandu. Apocalypse est une conscience qui vient révéler de l'extérieur un pouvoir que l'on dissimule. Il donne une force qui semble libérer les gens de leur angoisse, mais ne fait que combler un vide de manière superficielle. Là où Xavier cherche la maîtrise de soi, la capacité à choisir, c'est la prise de conscience individuelle qui permet de l'intérieur de s'auto-libérer de son fardeau. Il y a une double lecture sur la libération, mais elles ne font pas que s'opposer, elles se succèdent, comme le processus d'évolution. C'est une mutation naturelle des choses. Alors tous les personnages sont connectés à ce fil conducteur qui est de remettre les compteurs à zéro, dans le sens de mettre les choses à plat. C'est particulièrement visible pour Eric qui se fait influencer ou séduire par le côté obscur, puis qui s'interroge sur sa propre identité. Et de l'intérieur, comme je disais, va s'auto-révéler à lui-même ce qu'il est au plus profond. Tout ça par l'intermédiaire du personnage de Mystique, véritable enjeu depuis le début de cette trilogie entre Xavier et Eric. Elle est comme la messagère entre deux idées, un état de transit, d'où son pouvoir d'être à la fois d'apparence humaine et mutante. Elle a été dévoilée au public dans le précédent, et ici, elle se révèle à elle-même en acceptant d'être un modèle pour les autres, devenant même professeur à la fin. Elle a d'ailleurs des conséquences sur le personnage de Tornade, qui par son intermédiaire s'auto-révèle à la fin la voie qu'elle va choisir. Elle fait partie de ces mutants qui se cachent, ne pouvant s'exprimer dans le monde et qui semblent se soumettre. Alors qu'elle pourrait être une reine. Cette scène fait d'ailleurs écho à celle de First Class avec le personnage du papillon, où Sebastian Shaw lui dit à peu près la même chose. Le personnage de Tornade est bien pensé pour l'un des cavaliers, car dans la trilogie de base, on se souvient d'une jolie conversation avec Diablo, où elle exprimait le fait qu'elle avait aussi une partie plus sombre en elle, mais qu'elle parvenait à contenir. Par contre, je préfère largement cette manière d'utiliser son pouvoir. La foudre est maniée entre ses mains avec bien plus d'aisance, c'est plus fluide. Rien à voir avec la tornade qui prend une pause pour invoquer la foudre, le délire là dans ses yeux, le ciel qui devient sombre, comme si elle entrait en transe pour utiliser son pouvoir. On aurait dit qu'elle était constipée. Non, ça j'aimais vraiment pas. Diablo justement n'a pas beaucoup d'impact émotionnel, il n'a pas le petit truc en plus qui va se développer dans le film.
Même si ça reste en surface, il se démarque par son style vestimentaire et sa manière de parler. Il est gentil et un peu timide. C'est également lui qui incarne le mutant au sens propre, puisque c'est le seul qui physiquement en a l'apparence, à contrario de Mystique et du Fauve qui semblent avoir régressé. Son intro était pas mal avec le personnage d'Angel, créant l'opposition entre ange et démon, mais à part ça, Angel est un peu sans intérêt. On voit vite fait ses ailes s'assombrir au départ, et direct on le change en Metal Angel, et là on le perd complètement, ne devenant plus qu'un simple pion, même pas attrayant visuellement. Le personnage de Psylocke n'est vraiment pas plus intéressante, même si l'on suppose qu'on n'en est qu'à la première étape de son développement. J'ai pas tellement vu l'intérêt de son sabre laser qui se transforme en fouet laser d'ailleurs. Ça aurait été une arme normale, c'était pareil. Ça n'a pas plus de conséquences sur ses adversaires. Alors il y a aussi Quicksilver, pour lui on reste sur la thématique de l'origine, lui-même ayant le même problème que Magneto vis-à-vis du père. C'est très intéressant d'ailleurs quand on se plonge dessus. Et c'était vachement bien pensé de ne pas avoir dévoilé qu'il était son fils. Ça donne bien plus d'impact et de valeur qu'Eric revienne de lui-même du bon côté, ayant accepté le fait d'avoir tout perdu, le bien qui lui reste lui est propre et n'est pas dû à la facilité d'un lien quelconque avec un proche. Et de même pour Quicksilver, ce n'est pas à travers son père qu'il doit se définir. Il y a constamment ce retour à l'origine, d'une vérité dissimulée que l'on tente de mettre en surface. Comme pour Moira, Xavier lui débloque des souvenirs enfouis depuis des années, idem pour Wolverine. Même si la scène peut déplaire à certains, on lui débloque également une partie de sa mémoire que l'on met en lumière. On joue de plus sur son origine bestiale, depuis combien de temps on n'avait pas vu un Wolverine aussi rudimentaire et qui agit sans la moindre hésitation. C'est le côté primaire de l'homme qui s'exprime et qui par ses souvenirs va s'humaniser. C'est vraiment le thème principal de cet opus. Tous les personnages retrouvent quelque chose ou se mettent à la page. Même Apocalypse tente de se faire une mise à jour en intégrant le pouvoir de Xavier. En-Sabanour est une forme de divinité, mais le fait qu'il ne possède pas tous les pouvoirs est déjà une faille en elle-même. Il souhaite revenir à des anciennes valeurs qui sont passées, même dépassées par le temps. D'où le fait que cet opus soit particulièrement un combat d'idées, où l'on ne cherche pas à détruire, mais à convertir ses semblables. Les mutants sont l'enjeu d'un combat entre Apocalypse et Xavier. L'homme s'est affaibli, mais c'est lui qui a survécu, notamment en s'unissant. D'ailleurs, dans le combat final, Apocalypse finit seul, face aux mutants unis. Un combat énorme se jouant à la fois physiquement et mentalement. Tous les personnages sont mis en valeur par leur pouvoir, chacun complémentant l'autre. Ce sont tous des pièces d'un même puzzle dont Apocalypse était la source. Il a porté l'être humain au plus haut qu'il pouvait, mais désormais, c'est une association formée d'opposition et de compromis qui est la prochaine étape. Alors ce qui est bien, c'est que Xavier apprend lui-même quelque chose, puisqu'au départ il ne voulait pas enseigner le combat à ses élèves et à la fin il est déterminé. Tout ne peut pas être constamment dans la maîtrise ou la retenue, il faut également savoir lâcher prise. C'est ce qu'il se passe par l'intermédiaire de Jean Grey. On le voit à la fin, Xavier est plus dur, plus radical. Ce combat lui a montré à quel point il devait se renforcer. Son école a d'ailleurs été détruite, et pas par Apocalypse, mais par la course à l'armement, celle que le Fauve a construite pour se protéger à la base. Xavier reprend les choses en main pour que le mutant devienne l'arme, dans sa tête et non par une puissance militaire ou technologique. C'est en nous-mêmes que l'on doit être fort, un peu comme Apocalypse qui dit à Eric qu'il était endormi et que maintenant il est réveillé. C'est la conscience de chaque individu qui sommeille jusqu'à ce qu'elle s'éveille. Xavier est réveillé, à l'image d'une des phrases du film que le Fauve prononce, qui avait déjà été mentionnée dans le film Prisoners avec Hugh Jackman, Wolverine, qui dit simplement « Il faut espérer le meilleur mais se préparer au pire ». Une alternative de « Qui veut la paix prépare la guerre ». Alors il y a aussi quelques points négatifs. Par exemple, on sent qu'il y a beaucoup de potentiel, que cela soit par l'époque ou par la diversité des personnages, mais on a quand même un peu le sentiment d'un film pas totalement abouti, qui n'exploite pas entièrement les outils qui sont mis à sa disposition. Ça manque peut-être d'ampleur par rapport au titre. Le décor final est pauvre et on aurait pu clairement être à un niveau supérieur émotionnellement. Néanmoins, chaque personnage est bien traité et pas juste en surface. Ils ont tous leur personnalité, leur histoire et une progression assez cohérente à travers le film. C'est vrai que niveau émotion, il y a pas mal de plans sur les yeux, notamment de Xavier. C'est par là où il fait tout passer. Et en même temps, pour lui, ça reste dans la notion de l'âme, de l'omnipotence, de voir l'esprit des gens, donc bon. Je pense que ça aurait pu aller bien plus loin pour Apocalypse. On ne voit pas assez ses capacités, son potentiel. C'est une pseudo-divinité qui provient des temps anciens et qui a accumulé nombre de pouvoirs. Bah justement, on aurait bien voulu les voir, ces fameux pouvoirs. Mis en exercice dans un combat épique, apocalyptique. C'était pourtant l'idée de base.
À la limite, le pouvoir des anciens cavaliers que l'on voit au tout début du film sont bien plus intéressants. On sent qu'eux avaient des vrais pouvoirs de destruction. J'adore la fille qui donne sa vie pour maintenir Apocalypse pendant le transfert. Jusqu'au bout, elle tend le bras pour lui. Il y a presque plus d'intensité dans cette simple séquence que dans une grande partie du film. Sinon, on ne sent peut-être pas assez le temps écoulé entre le précédent opus et celui-là. Les acteurs n'ont que peu vieilli. Certains effets spéciaux sont très réussis, comme l'application des pouvoirs, tandis que d'autres font clairement faux. Il y a pas mal de fonds verts assez visibles. Moi qui m'en moque en général, il y a quelques scènes comme ça qui m'ont un peu sauté aux yeux. Il y a aussi la fin avec Psylocke qui m'a gêné. On la voit qui part, qui s'échappe, donc clairement, on sait qu'elle va revenir. Mais on prend quand même le temps de faire un gros plan sur elle en mode « Attention, je vais me venger dans le suivant !» Héhéhé, un peu gros. Alors il y a aussi une légère impression de tourner en rond. À la fin de chaque X-Men, on a l'impression que les personnages ont franchi un cap. Et à chaque fois qu'on commence un nouveau, on les retrouve dans une posture qui les replace au point de départ. On a aussi Quicksilver qui est toujours un branleur, il le dit lui-même d'ailleurs, mais genre on le revoit au même endroit en train de faire la même chose. C'est genre tu reviens 20 ans plus tard, c'est le gars qui travaille pas, qui reste dans le sous-sol de sa maison avec le même décor en mode no life. Mais on a encore cette idée d'être renfermé pour se révéler, ça reste dans l'idée du film. Alors moi, sa scène ne m'a pas du tout dérangé. Il y a le style, il y a la musique, et tout ce qu'il fait enrichit la personnalité du personnage. Après, il est clair que le scénario s'est arrangé pour caser sa scène d'action. Effectivement, elle est similaire que dans le précédent film, mais en même temps, c'est son pouvoir. Chaque fois que les X-Men utilisent leur pouvoir, c'est toujours la même chose. Genre, on va pas dire à Wolverine qu'il sort toujours les griffes, ou que Magneto lève toujours le bras en avant, ou encore que Xavier utilise toujours le Cérébro. Évidemment, c'est juste que sa scène à lui se démarque totalement des autres, qui donnent l'impression d'être identique. Elle s'imbrique pas aussi naturellement que les autres. Et ça rajoute quand même un peu d'humour dans un film bien dramatique. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore énormément de choses à dire, comme la scène d'intro par exemple, qui nous plonge directement dans une ambiance de dingue, ou encore le générique d'ouverture qui est démentiel. On avance dans ce tube temporel, comme si l'on était la conscience d'Apocalypse qui traversait le temps et les époques pour venir se révéler à nous. Il y a aussi tout le côté rétro, une référence à Star Wars, la machine Pac-Man chez Quicksilver, sans parler de ce qui est pour moi l'un des meilleurs caméos de Stan Lee et de sa femme, je crois, vachement bien placé, beaucoup plus dans le drame que dans l'humour. C'était genre Stan Lee face à sa création, étant lui-même le père de Marvel, des X-Men. Et bien sûr la musique et la fameuse 7e de Beethoven qui nous transporte dès les premières notes. Elle avait aussi été utilisée dans le film Prédiction pour le même genre d'ambiance apocalyptique, sans issue. Les X-Men ont toujours eu un message et un sous-texte fort et intéressant, arrivant toujours à être un juste reflet de l'époque où la situation se passe, tout en étant en analogie avec notre réalité. Ça reste un excellent divertissement qui ne fait pas seulement du fanservice et de la surenchère disproportionnée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.